Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hélène Ruiz-Fabry, directrice de l'Institut Max Planck ici à Luxembourg, avec mon collègue le professeur Burkhard Hess. Et je suis très heureuse ce soir de vous accueillir. Je ne vais pas parler très longtemps, vous n'êtes pas là pour m'écouter, mais je voudrais en ouverture dire quelques remerciements. Je voudrais dire d'abord merci à tous les partenaires qui ont accepté de s'associer à cette manifestation. Je veux parler de Memo Shoah, de l'Association des témoins de la deuxième génération, du Musée national de la Résistance, de l'Institut français du Luxembourg, de l'Institut Pierre Werner, de la librairie Alinéa et d'Albin Michel. Je leur adresse ma plus grande gratitude pour avoir accepté de monter avec nous cet événement. Je voudrais également remercier le personnel de l'Institut Max Planck qui n'a pas compté son dévouement pour rendre cet événement encore plus magnifique. Et puis, je voudrais vous remercier à tous d'être venus si nombreux pour écouter parler d'un livre. Alors, c'est un livre exceptionnel. Je ne vais pas multiplier les qualificatifs, je ne vais pas le commenter. Son succès planétaire, il est déjà traduit en 16 langues, au-delà de l'anglais, témoigne largement que c'est un livre phénomène. Je voudrais simplement dire deux choses. Je crois que beaucoup de personnes sont comme moi. Quand elles ont ouvert ce livre, elles ne sont plus arrivées à le poser. Et puis, la deuxième chose que j'ai ressentie avec ce livre, c'était l'envie de le partager. Et l'organisation de cette conférence participe de ce partage. Et je suis extrêmement reconnaissante à Philippe d'avoir accepté de venir en parler pour contribuer à ce partage. Alors, le Luxembourg n'est pas extrêmement présent dans l'ouvrage. En fait, il est mentionné fugitivement en mentionnant Bad Mondorf comme lieu où étaient emprisonnées un certain nombre de personnes qui ont été jugées à Nuremberg. Mais en réalité, ça n'a pas d'importance parce que ce livre parle d'histoire qui nous concerne tous. Et avant de terminer de donner la parole à Philippe, je voudrais simplement vous rappeler qu'après la conférence, vous êtes tous conviés à une réception qui aura lieu dans le foyer attenant et que l'auteur dédicacera son ouvrage à ceux qui le souhaiteront. Je vous remercie et je donne la parole à Philippe Sands. Merci. Merci, Hélène, mon amie. Nous sommes le vendredi 1er août 1946, un peu après 15 heures, dernières heures du dernier jour d'un procès qui aura duré toute une année au palais de justice de Nuremberg. Dans un ascenseur qui vient d'atteindre le 2e étage pour s'arrêter derrière une petite porte en bois, se trouve Hans Frank. Dans un instant, la porte va s'ouvrir et il va apparaître. Derrière cette porte, c'est la salle d'audience 600. Et dans cette salle est assis Hersch Lauterpacht. Il attend que cette porte s'ouvre et que Frank apparaisse. À 700 km de là, à Paris, dans un hôpital américain, Raphaël Lemkin est alité. Traité pour hypertension, il a l'oreille collée à la radio dans l'attente de nouvelles du jugement. Dans ce moment d'angoisse, aiguisé par l'anticipation ou peut-être par l'effroi, peut-être ces trois hommes sont-ils en quête de consolation. Chacun d'entre eux est un mélomane averti et je me demande quel morceau de musique aurait pu leur porter secours en cet instant. Revenons 4 ans en arrière. 31 juillet 1942, à Lemberg, capitale du district de Galicie au cœur de l'Europe. La ville n'est plus la soviétique Lviv ou la polonaise Lwów, la cité des lions, un jour baptisée par un poète, est sous le contrôle de l'Allemagne depuis 1 an. À la gare centrale, Hans Frank arrive par le train, sous une fanfare de cloches d'église et d'orchestre militaire. Il quitte la gare dans une grosse automobile noire et traverse les rues ravissantes, toutes décorées de l'enseigne du Troisième Reich. Lorsqu'il approche de la grande place devant l'opéra, rebaptisée Adolf Hitler Platz, les écoliers agitent de petits drapeaux rouges, blancs et noirs. Depuis octobre 1939, Hans Frank est gouverneur général de la Pologne occupée, nommé
par Adolf Hitler. Il prend son travail très au sérieux et a même trouvé le temps de commander une guide touristique du docteur Baedeker. J'en ai trouvé un exemplaire dans une librairie à Berlin, reconnaissable à sa célèbre couverture rouge, et dans laquelle on trouve une excellente carte du territoire sous contrôle de son gouvernement général. Une grande partie de son temps est dévolue aux fonctions officielles. Ce soir, il inaugure le nouveau théâtre, un sanctuaire pour l'art, comme il l'appelle. C'est un homme très, très cultivé. Des années plus tard, après la guerre, son ami Richard Strauss le décrira comme un type charmant, un mélomane, raffiné, grand sens de l'humour. En 1943, Strauss composa une courte pièce en son honneur. J'en ai trouvé les paroles, mais la musique, elle a été perdue, paraît-il. Ils nous font donc imaginer Franck et sa fière allure. Il avait effectivement fière allure à l'époque. Nous, les Allemands, nous n'allons pas dans les contrées étrangères avec de l'opium ou des expédients de ce genre, pas comme les Anglais, dit-il au public. Nous apportons l'art et la culture. Le lendemain matin, Franck assiste à la cérémonie célébrant le premier anniversaire de l'incorporation du district de Galicie et de Lemberg à son gouvernement général, depuis le retrait des Soviétiques. La Gazeta Lwowska fait l'éloge de son fabuleux discours, très élaboré. Il y annonce la réintroduction des règles européennes de l'ordre social dans cette belle cité. Je suis ici pour vous remercier et vous exprimer notre gratitude au nom du Führer et du Reich. Plus tard ce même jour, Franck enchaîne toute une série de rendez-vous où il rassure ses interlocuteurs sur les mesures envisagées par Hitler. La Galicie et Lemberg sont la source originelle du problème juif, dit-il. Avec les Allemands au pouvoir, ce problème va enfin être liquidé. Il en reste quelques-uns, mais nous allons nous en charger. En bon avocat, il marque une pause qui fait son petit effet dramatique. Je n'ai vu aucun de ces déchets traînés par ici aujourd'hui. Que se passe-t-il ? On me dit qu'il y avait dans la ville des milliers et des milliers de ces primitifs aux pieds plats, mais pas un ne s'est montré depuis mon arrivée. Ce sont les mots exacts que l'on trouve dans son journal personnel. Le public applaudit. Franck sait parfaitement pourquoi il n'a pas vu un seul juif. Ils sont dans le ghetto, à 10 minutes de là, quelques 100 000 d'entre eux. Il est parfaitement au courant de la situation, puisqu'en novembre 1941, c'est son bureau qui a préparé la carte intitulée Umsiedlung der Juden, relocalisation des Juifs. Le ghetto est une conséquence directe de ces décrets. Il sait tout aussi bien que mettre un pied hors du ghetto est passible de mort. Cela aussi est une conséquence de ces décrets. Il déclare « Ne me dites pas qu'on les traite mal. » Délicate attention rhétorique. Soyez sans inquiétude. Le problème de la question juive est en train de se résoudre. Plus jamais, ils ne seront en mesure de vagabonder. Le message est tout à fait clair. Un rapport note que ces mots furent suivis de vifs applaudissements. Que se passe-t-il après le départ de Franck de Lemberg? Beaucoup de choses, en vérité. Dans les quelques jours qui suivent, le 16 août, pour être précis, Die große Aktion débute, la grande action d'évacuer le ghetto. Une semaine plus tard, Himmler arrive en ville. De tels événements ne sont pas sans conséquences. À une grande distance de là et par-delà
le temps. En août 1942, le ghetto de la ville de Lemberg est évacué sous l'autorité du gouverneur Frank. Ces archives sont celles d'un autre ghetto, celui de Cracovie. Le film fut tourné sous les ordres personnels de Hans Frank et désormais entre les mains de son fils Niklas, qui m'a permis de le diffuser ce soir. C'est un film privé, des scènes de rue, des gens grouillant un peu partout, des enfants pieds nus, des brassards blancs. Et au bout d'un moment, nous découvrons une fillette avec un sourire magnifique. Une fillette dans une robe rouge. Son sourire est resté gravé en moi depuis le jour où je l'ai vue pour la première fois, il y a maintenant 5 ans. Dans le ghetto de Lemberg, l'une des familles est celle d'un universitaire de Cambridge, en Angleterre, Hersch Lauterpacht. Ses parents, frères et sœurs, nièces et neveux, et d'autres membres encore de sa famille plus éloignés, y sont confinés, ainsi qu'à Jolkiev, une petite ville à 25 km de là, à l'ouest. En 1915, Lauterpacht s'inscrit à la faculté de droit de Lemberg, alors que la ville fait partie de l'Empire austro-hongrois. 3 ans plus tard, c'est la fin de la Grande Guerre, mais également celle de l'Empire. En moins d'un mois qui fut très rude, le contrôle de la ville passe des mains des Autrichiens à celle des Ukrainiens occidentaux, puis dans celle des Polonais. Le nom de la ville change sous chaque régime successif au prix de bains de sang. Tout au long d'un interminable hiver, Lauterpacht est sur le front pour protéger les siens. J'ai même trouvé une photographie, une rue couverte de neige, fermée par une barricade, comme vous pouvez le voir. À l'été 1919, Lauterpacht quitte Lemberg pour Vienne. À la faculté de droit, il découvre, avec Hans Kelsen, de nouvelles idées très intéressantes sur la question des droits de l'individu. Une graine est semée. Et puis, il fait la rencontre de Rachel, qui étudie le piano. Elle se souvient que lors de leur premier rendez-vous, elle a interprété une des premières sonates de Beethoven. Très belle, elle écrit, mais pas facile à exécuter. Hersch et Rachel se marient en 1923 et aménagent à Londres, où il entre à la London School of Economics. 5 ans plus tard, il leur naît un fils unique qu'il prénomme Elie. En 1937, Lauterpacht devient titulaire d'une chaire à l'université de Cambridge. La guerre éclate en septembre 1939. Lwów, la polonaise, devient Lviv, la soviétique. En juin 1941, les Allemands lancent Opération Barbarossa et prennent le contrôle de la ville. Elle redevient Lemberg. Hersch Lauterpacht a alors 45 ans. Il est maintenant professeur à Cambridge. Lorsque Hans Frank visite Lemberg en août 1942 et fait son grand discours en tant que gouverneur général de la Pologne occupée, Lauterpacht est déjà profondément inquiet quant au sort des siens, dont il est sans nouvelles depuis 18 mois. Sa sœur Deborah a un enfant, une fille, qui s'appelle Inka, qui est née à Lemberg en 1930. Il y a 5 ans que j'ai rencontré Inka à Paris, où elle vivait. Nous avons bu du thé noir et elle m'a raconté ce mois d'août 1942 avec une mémoire limpide. Le premier à avoir été arrêté, le 16 août, fut son grand-père Aaron, le père de Hersch Lauterpacht. 2 jours plus tard, elle me dit, la sœur de Hersch, ma mère, fut emmenée par les Allemands. C'était dans la rue. Ma mère était poussée par des soldats ukrainiens et allemands. Inka observe la scène par la fenêtre de leur appartement, situé à un étage élevé, seul. Son père est en train de travailler, pas loin de là.
Quelqu'un est allé le prévenir qu'on emmenait ma mère. J'ai compris ce qui venait d'arriver. J'ai tout vu par la fenêtre. J'avais 12 ans. Je n'étais plus une enfant. Vous savez, j'ai cessé d'être une enfant en 1939. Je connaissais les dangers et tout le reste. J'ai vu mon père courir après ma mère, derrière elle, dans la rue. J'ai compris. C'était fini. Elle me parle sans émotion apparente. Elle a passé toute son existence à gérer ce seul instant, ce qu'elle a vu par la fenêtre. J'ai regardé discrètement. Je n'ai pas été courageuse. Si je l'avais été, j'aurais couru après elle. Je savais ce qui était en train de se passer. Je peux toujours visualiser cette scène, la robe que portait ma mère, ses talons hauts. Mon père n'a pas pensé à moi. Et vous savez quoi? Ça m'a plu en un sens. Pour lui, on était simplement en train d'emmener sa femme, la femme qu'il aimait tant. Il fallait aller la chercher. Son père s'en va à la recherche de son amour. Il porte un costume gris, sombre. On l'emmène lui aussi et Inka est désormais seule. Elle survit quelques semaines en se cachant dans des greniers recueillis par des voisins. Un jour, elle frappe à la porte d'un couvent catholique où elle est recueillie et cachée jusqu'à la fin de la guerre, à la seule condition qu'elle soit baptisée. L'Outer Pact, en Angleterre, ne sait rien de tout cela. Il est loin, à Cambridge, où il poursuit son travail universitaire. Le jour même où son père est arrêté, il commence à collaborer avec le gouvernement britannique et américain à l'effort de guerre. Lors de ses visites aux États-Unis, il a fait la connaissance de Robert Jackson, Attorney General du président Roosevelt. Ils travaillent ensemble tout au long de la guerre sur des questions de législation. Et au cours de cette période, l'Outer Pact réfléchit intensément au rôle du droit dans la protection des individus. À l'été 1945, après la fin de la guerre en Europe, l'Outer Pact publie un ouvrage qu'il intitule An International Bill of the Rights of Man, une déclaration internationale des droits de l'homme. L'ouvrage expose ses idées sur la protection de l'individu contre les actions des États qui ne devraient pas avoir le droit de tuer et de torturer pour ensuite se cacher derrière le principe de souveraineté. L'Outer Pact prépare 20 articles clés sur le sujet, une conceptualisation totalement inédite. Cette ébauche d'une déclaration internationale des droits est une idée totalement révolutionnaire. Avec la fin de la guerre, Churchill, Roosevelt et Staline annoncent qu'aura lieu un procès à Nuremberg pour juger les crimes de guerre dont Robert Jackson sera le procureur général. Les Britanniques engagent l'Outer Pact pour qu'il se joigne à l'équipe de leur procureur. En juillet 1945, l'Outer Pact se rend à Londres pour rédiger la charte du tribunal de Nuremberg. Jackson se rend à Londres. Les 4 puissances, l'Amérique, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique, ne s'entendent pas sur les crimes que le tribunal devra juger. Jackson s'adresse à l'Outer Pact pour lui demander conseil. Le 29 juillet 1945, Jackson vient le trouver à Cambridge. Après le déjeuner, avec l'Outer Pact et Rachel, il s'installe dans le jardin de la maison. Le voici. L'herbe vient d'être tondue et diffuse d'un parfum doux et frais. Un peu plus tard, un enfant joue dans les parages. Tout en prenant le thé, les 2 hommes discutent de la liste des crimes. Et l'Outer Pact offre une suggestion. Pourquoi ne pas insérer de simples en-têtes dans le statut du tribunal? Les en-têtes aident le public à comprendre et la compréhension du public apportera de la légitimité à la procédure.
Jackson réagit plutôt positivement à cette suggestion. Aussi, l'Art-Pacte en fait-il une autre. Les deux hommes discutent des atrocités commises contre les populations civiles, une question qui divise profondément Américains d'un côté et Français et Soviétiques de l'autre, mais à laquelle l'Art-Pacte s'intéresse depuis longtemps en tant que chercheur et à présent aussi pour des raisons personnelles. Il est toujours sans nouvelle aucune de sa famille, mais de cela, il ne discute pas avec Jackson. Pourquoi, il suggère, pourquoi ne pas qualifier les atrocités commises à une grande échelle contre les individus civils de crimes against humanity, crimes contre l'humanité, et utiliser cette expression comme en tête. Vous pouvez voir ces mots écrits en anglais sous la plume de l'Art-Pacte. Le terme engloberait la torture, le meurtre et différentes formes de persécution et introduirait ce nouveau concept dans le droit international. Jackson aime l'idée et le rapporte avec lui à Londres. À peine quelques jours plus tard, l'expression de Crimes Against Humanity, crimes contre l'humanité, figure dans la charte de Nuremberg. C'est la première fois qu'elle est employée par un instrument du droit international. Cette notion est clairement une innovation, déclare l'Art-Pacte, mais c'est aussi un concept éclairé, indispensable pour affirmer que ceux qui enfreignent le droit international ne peuvent s'en prémunir. Pendant ce temps, à 6500 km de là, dans la ville de Durham, North Carolina, un autre ancien résident de Lvov réfléchit également à toutes ces questions, mais d'une façon bien différente. Coïncidence, ou peut-être pas, Raphaël Lemkin a lui aussi étudié à la faculté de droit de l'université de Lvov. Il y est entré en 1921, 2 ans après le départ de l'Art-Pacte pour Vienne, et y resté jusqu'en 1926 lorsqu'il obtient son doctorat en droit pénal. Lemkin est né près de 500 km au nord, dans une ferme près de Azarishka, aujourd'hui en Biélorussie. Le grand amour de sa vie, c'est sa mère Bella, qui lui chantait des mélodies russes, simples et poétiques, dont il se souviendra toujours. C'est ce monde-là que Lemkin a quitté pour rejoindre Varsovie et devenir plus tard procureur. À une conférence de la Ligue des Nations en 1933, il propose la définition d'un nouveau crime international afin de combattre la barbarie et le vandalisme contre des groupes de gens. Lemkin ne s'intéresse pas à la protection des individus comme l'Art-Pacte, mais à celle de grands nombres de gens liés par une identité raciale, religieuse ou nationale. Il ne sort rien de cette proposition alors que Hitler vient d'arriver au pouvoir. Mais ce concept va devenir sa cause, son obsession. 6 ans plus tard, lorsque le Troisième Reich envahit la Pologne, Lemkin est à Varsovie. Il parvient à fuir d'abord vers la ville de ses parents, Volkovysk, alors sous contrôle soviétique, puis à Stockholm. L'année suivante, en 1941, on lui offre refuge à la Duke University en Caroline du Nord. Le voyage depuis Stockholm jusqu'en Amérique est long, près des 3/4 du tour du globe. Il a très peu d'argent et presque aucun bien personnel. Toutefois, il voyage avec de lourds bagages pour une raison inhabituelle. Pendant ces derniers mois à Stockholm, il a recueilli tous les décrets promulgués par Frank et d'autres dirigeants nazis dans l'Europe occupée. Les bagages de Lemkin sont remplis de papier, littéralement des milliers et des milliers de pages qui vont voyager à travers le monde. Tous ces papiers, c'est en Amérique qu'il va les analyser. Il obtient un contrat pour rédiger un livre et vérifier l'existence
d'un grand plan sous-jacent à la politique allemande. L'ouvrage est publié, comme vous voyez, en novembre 1944. Il s'intitule « Axis Rule », la règle de l'axe. Et le chapitre 9 a pour titre un mot tout à fait nouveau. Génocide. Génocide. C'est lui qui a inventé ce mot pour un crime nouveau, la destruction de groupes, que vous pouvez lire sous sa plume. Au cours de l'été de 1945, Lemkin est recruté par le ministère de la Guerre américain pour participer à la poursuite contre les crimes de guerre. Il travaille avec l'équipe de Jackson, mais séparément de l'Autopact. Il veut que les dirigeants allemands soient poursuivis pour le crime de génocide, la destruction des groupes. En août, Lemkin est terriblement déçu d'apprendre que la charte de Nuremberg, qui établit la liste des crimes pour lesquels les accusés allemands vont être jugés, inclut le crime contre l'humanité, mais pas le génocide. Néanmoins, tout n'est pas perdu. Lemkin s'envole pour Londres, où l'on prépare la réquisitoire des accusations spécifiques contre chacun des 22 accusés. Il fait pression pour y inclure le terme de génocide. Ses efforts rencontrent une puissante opposition de la part du bureau de Jackson, sous la pression des sénateurs américains des États du Sud, qui craignent que les populations afro-américaines n'invoquent à leur tour l'idée du génocide. Comme de la part des Britanniques, inquiets qu'un tel crime puisse être revendiqué par les victimes des lois coloniales. Nombre de collègues de Lemkin le trouvent trop insistant. Toutefois, contre toute attente, son terme se ferait un chemin dans l'acte d'accusation, et c'est la première fois que ce mot est utilisé par un instrument juridique. Il est cité avec la définition qu'en donne Lemkin: l'extermination de groupes raciaux et religieux, mentionnant les Juifs, les Polonais, les Tziganes et autres. Il englobe les mauvais traitements et meurtres des civils dans des territoires occupés, dont Lemberg et la ville de Volkovysk, où vivent les parents de Lemkin. Le 18 octobre 1945, l'acte d'accusation est enregistré par le tribunal. Je suis allé à Londres et j'ai réussi à faire inscrire le crime de génocide au nombre des accusations contre les criminels de guerre nazis au procès de Nuremberg. Il y a là une coïncidence frappante. Les deux hommes responsables de l'introduction des notions de crime contre l'humanité et de génocide dans le droit international ont étudié dans la même université, arpenté les mêmes rues, les mêmes bâtiments, ont eu les mêmes professeurs, mais ont chacun développé des idées différentes sur la façon dont le droit pouvait protéger des atrocités. L'origine de ces deux notions se trouve à Lemberg, à la fin de la Grande Guerre, à la faculté de droit et à l'université. En vérité, les traces remontent tout vers un seul maître que les deux hommes ont eu en commun, Julius Makarewicz, un professeur de droit pénal polonais. Et l'on peut suivre cette piste jusqu'à un bâtiment et même jusqu'à une salle en particulier, que vous voyez, où Makarewicz a enseigné et que j'ai visité et trouvé. Un quart de siècle après avoir étudié le droit pénal avec le professeur Makarewicz, les deux hommes sont totalement impliqués dans le procès de Nuremberg. L'Autopact auprès des Britanniques, insistant sur la protection des individus, Lemkin auprès des Américains, insistant et persistant dans la protection des groupes. Ils sont ensemble, mais ils sont aussi séparés. Ils partagent quelque chose d'autre en commun, la peur terrible de la disparition, car aucun des deux hommes n'a de nouvelles du sort de sa propre famille, celle de l'Autopact à Lemberg et Jolkiev, et celle de Lemkin à Volkovysk. Le procès s'ouvre le 20 novembre 1945. Parmi les 21 hommes au banc des accusés se trouve
Hans Frank. Il a été arrêté au mois de mai, près de sa maison en Bavière, avec les 42 volumes de ses journaux personnels et une collection particulièrement remarquable de chefs-d'œuvre. Et quand je dis remarquable, je veux vraiment dire remarquable. Parmi lesquels le célèbre portrait de Cecilia Gallerani par Leonardo da Vinci, ou La Dame à l'hermine, exécuté en 1489. Il était accroché dans l'une des chambres de Frank au château du Wawel à Cracovie. Il l'emporta avec lui lorsqu'il repartit pour l'Allemagne en janvier 1945. Niklas, le fils de Frank, me raconte comment, lorsqu'il était un jeune garçon, son père lui faisait admirer ce tableau, tout en gardant ses cheveux d'une raie, à la manière de celle de Cecilia Gallerani. Mais à présent, Frank est au banc des accusés pour crimes contre l'humanité et génocide. Nous sommes loin du bon vieux temps passé en compagnie d'Adolphe ou de Richard Strauss. Frank n'a plus fière allure. Maintenant, il est assis près de Hermann Göring, des lunettes sombres souvent cachant son expression. Le président de la Cour, Sir Geoffrey Lawrence, est le juge anglais qui préside le procès. Il décrit l'événement, sans euphémisme, comme unique dans l'histoire du monde. Lemkin n'est pas là. Il est tenu de rester à Washington parce que ses collègues le trouvent incontrôlable, insistant de façon obsessionnelle pour faire passer son idée de génocide, qui qualifie de crime tous les actes commis après 1933, et non pas seulement ceux qui ont eu lieu pendant la guerre. On trouve qu'il ne sait pas faire équipe en s'adressant ainsi, et trop souvent, à la presse. L'Autopact est dans la salle, en tant que membre de l'équipe britannique, mais il est profondément opposé au concept de Lemkin. Il considère que la notion de génocide est difficile à manier et sans antécédent pour la fonder. Et il craint qu'à trop s'intéresser au groupe, on délaisse la tâche plus importante, qui est celle de protéger les individus. Le jour de l'ouverture, les procureurs décrivent les actes effroyables commis dans les pays de l'Est, les crimes contre l'humanité et les actes de génocide. Un accent est mis sur les atrocités perpétrées à Lemberg, y compris expressément celles qui suivirent la visite de Frank dans cette ville en août 1942. Plus de 133 000 personnes exécutées, 8 000 enfants tués en 2 mois seulement. L'Autopact écoute, mais à ce moment-là, il ne sait pas si sa famille fait partie des victimes. Les procureurs se tournent vers les prévenus individuels, en commençant par Göring, qui est assis à la droite de Frank. Un procureur américain dresse des accusations retenues contre Frank. Il décrit sa carrière et son règne sur la Pologne occupée, ses connexions avec Hitler. La ville de Lemberg est au cœur de ce cas et l'administration de Frank au cœur de ce réquisitoire. Ce jour-là, fin novembre 1945, l'Autopact et Frank se trouvent dans la même salle. J'aurais aimé voir une photographie, mais le fils de l'Autopact, Eli, me dit qu'il n'en existe aucune. Je ne le crois pas. On me donne accès aux archives de Getty Images, la plus importante collection d'images du procès, et j'y passe une journée entière à examiner des centaines de vieilles plaques de verre. Et après plusieurs heures, je finis par trouver ce que je cherchais. L'Autopact est au bout de la table des Britanniques, à gauche de l'image. Ses coudes sont sur la table, ses mains serrées sous le menton. Il paraît attentif, derrière un procureur soviétique au pupitre. Dans le coin de droite de la photo, on voit la silhouette en premier plan de Hermann Göring dans un costume clair. Et à 6 personnes de lui, sur sa gauche, on peut voir la tête légèrement inclinée en avant de Hans Frank. L'Autopact et Frank
séparés seulement par quelques tables et quelques chaises. Ce jour-là, l'Outerpact ne sait toujours rien du destin de sa famille. Il a dû longuement étudier Frank, mais si Frank pouvait voir l'Outerpact, il n'aurait pas eu la moindre idée de la connexion personnelle qui reliait leurs deux existences. 6 mois après l'ouverture du procès, c'est au tour de Frank de comparaître. Le 18 avril 1946 arrive enfin le moment d'exposer sa défense. Le tribunal vient juste d'entendre le témoignage d'un des rares survivants des tueries perpétrées à Treblinka, sur le territoire de Frank. Samuel Reisman explique qu'il était présent sur le quai où arrivèrent, pour être exécutés, les 3 sœurs aînées de Sigmund Freud. Je suis allé à Treblinka avec mon fils il y a 4 ans, curieux de voir ce qu'il en restait. Nous avons déjeuné dans la ville voisine de Brok, en Pologne, un petit restaurant, simple, tranquille, à des lieux des charniers décrits par Reisman. C'est un endroit quelconque où l'on entend à la radio une chanson inattendue. Des paroles familières flottent dans l'air et s'impriment dans mon oreille. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Frank est interrogé sur son rôle en Pologne après 1939. J'endosse la responsabilité. Ça, c'est inattendu. Vous sentez-vous coupable? Ça, c'est au tribunal de répondre. Après 5 mois de procès, il avait pu rendre la pleine mesure de ces atrocités. Je suis habité par un profond sentiment de culpabilité. Cela ressemble à une espèce d'aveu. À la barre, Frank semble nerveux. Il regarde tout autour de lui à la recherche d'un signe d'approbation de la part des autres accusés, mais ce n'est pas encourageant. Avez-vous pillé des œuvres d'art? Je n'ai pas collectionné de tableaux et je n'avais pas le temps pendant la guerre de m'approprier des œuvres d'art. Tout était donc répertorié officiellement. J'ai veillé à ce que ces trésors restent dans leur pays jusqu'à la toute fin. Qu'en est-il des chefs-d'œuvre trouvés dans votre possession lorsque vous avez été arrêté? Je les protégeais. Ce n'était pas pour mon bénéfice personnel. On ne peut pas voler une Mona Lisa. Il veut parler de Cecilia Gallerani. L'argument est absurde. Göring est impassible, mais l'on voit d'autres accusés ricaner doucement. Avez-vous mis en place les ghettos juifs? Oui. Avez-vous mis en place les signes distinctifs pour identifier les juifs? Oui. Avez-vous en personne mis en place des travaux forcés sous le gouvernement général? Oui. Avez-vous connaissance de ce qui se passait à Treblinka, Auschwitz et dans les autres camps? Auschwitz ne faisait pas partie de mon territoire du gouvernement général. Je n'ai jamais été à Majdanek, ni à Treblinka, ni à Auschwitz. Il ne répond pas à ce que lui a été demandé. C'est une question dangereuse, il le sait, il l'esquive. Avez-vous de quelque façon participé à l'anéantissement des Juifs? Je dis oui, et la raison pour laquelle je dis oui, c'est parce que ma conscience ne m'autorise pas à rejeter la responsabilité sur des gens moins importants. Mais il tient à être clair. Je n'ai jamais personnellement mis en place de camp d'extermination pour les Juifs, ni apporté mon soutien à l'existence de tels camps. Toutefois, il admet avoir combattu la communauté juive pendant des années et avoir proféré des discours épouvantables. Mon propre journal personnel témoigne contre moi. Ce n'est rien moins que mon devoir de répondre à votre question à ce sujet par oui. Et puis, il déclare « 1000 ans passeront sans que la culpabilité de l'Allemagne ne soit jamais effacée. » Un lourd silence s'abat sur la salle d'audience. Frank accepte
une culpabilité collective, la culpabilité du groupe, mais pas la sienne individuelle. On voit Göring secouer la tête de dégoût. Est-ce qu'il a vraiment dit que l'Allemagne était disgraciée, discréditée, maudite pour 1000 ans, murmure un autre accusé. Oui, c'est ce qu'il a dit, répond Göring. Pendant l'heure du déjeuner, Frank discute avec le capitaine Gustav Gilbert, le psychologue de l'armée américaine qui le suit. Je savais ce qui se passait. Il espère aussi que les juges seront émus par sa sincérité. Pourtant, quelques semaines plus tard seulement, lorsqu'il retourne à la barre au mois d'août, il retire cette tentative d'expression limitée d'une culpabilité collective. Les autres accusés n'ont pas laissé faire. Von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich de 1938 à 1945, explique au capitaine Gilbert qu'aucun Allemand ne devrait jamais dire que son pays est disgracié pour 1000 ans. L'amiral Dönitz, successeur d'Hitler, dit quant à lui que Frank aurait dû exprimer en tant qu'individu, en son nom, et non au nom des Allemands en tant que groupe. En juin 1946, l'Autopact apprend le sort subi par sa famille. La nouvelle lui vient d'Inka, sa nièce, qui se trouve dans un camp de réfugiés en Autriche. Elle l'a fait rechercher lorsqu'elle a découvert, grâce à un article de presse, que son oncle prenait part au procès. Elle envoie une personne de sa connaissance à Nuremberg, qui va faire le guet devant le palais de justice pendant 3 semaines et murmurer « Hush l'Autopact, hush l'Autopact, hush l'Autopact » au flot des gens qui y entrent ou en sortent. Quelqu'un finit par reconnaître le nom. Et cette quête aboutit à une lettre et à une prise de contact entre l'Autopact et sa nièce. Inka raconte à son oncle qu'elle est le seul membre de leur famille à avoir survécu. Ses parents, son frère, sa sœur, tout le monde a disparu. Plus tard, la même année, Inka partira vivre auprès de Hersch et Rachel à Cambridge. Les procureurs rédigent leurs conclusions à la fin du mois de juillet. C'est une période difficile pour l'Autopact. Le chagrin personnel se mêle aux défis professionnels, tandis qu'il prépare les conclusions pour la partie britannique. Il écrit régulièrement à son fils Eli aux États-Unis. Une de ses lettres évoque les accents bouleversants de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. L'Autopact y puise force et consolation. La Passion selon saint Matthieu doit avoir une résonance particulière pour l'Autopact. L'œuvre exprime le désir de Bach de célébrer la croyance piétiste dans l'individu. Tous les airs, à l'exception d'un seul, dans la Passion, sont chantés à la première personne du singulier, ich, je. Les 3 principaux chœurs sont chantés à la première personne du pluriel, minimisant le prêtre officiant et l'Église, le groupe. Le lien avec l'intérêt majeur que l'Autopact porte à l'importance vitale de l'individu est totalement clair. Lemkin, pour sa part, doit attendre un peu plus longtemps pour apprendre que sa famille à Volkowisk a subi exactement le même sort que celle de l'Autopact. Un seul survivant, son frère Elias, qu'il retrouve à Munich. Elias Lemkin a survécu parce que lui-même et sa famille étaient alors en vacances à Moscou en juin 1941, lors de l'invasion d'Hitler. En quelques jours seulement, Volkowisk fut occupé. Le neveu de Lemkin, Saul, qui vit aujourd'hui à Montréal, très modestement, mais entouré de livres, avec une mémoire extrêmement vive, me raconte toute l'histoire. Un détail le hante, tandis qu'il se remémore la visite de son oncle à l'hôpital de Munich, où Saul se remettait d'une légère opération. Les Allemands à la clinique étaient vraiment très très gentils avec moi, très courtois, mais mon oncle les ignorait. Il les détestait, comme s'ils étaient toxiques.
Alors que le procès touche sa fin, les procureurs énoncent leurs conclusions. Ils évoquent les crimes contre l'humanité de façon assez détaillée, mais également la notion du génocide, et cela de façon plutôt inattendue. Les Soviétiques, les Français et les Britanniques sont tous en faveur du chef d'accusation de génocide. Robert Jackson, quant à lui, qui conclut pour les Américains, ne dit rien du génocide. Le mot n'a pas franchi ses lèvres une seule fois dans la salle d'audience. Le soutien britannique apporté à l'accusation de génocide est inattendu. L'Outer-Pact est profondément opposé à ce concept et ne le mentionne aucunement dans la version qu'il prépare pour Sir Hartley Shawcross, le procureur général qui rendra les conclusions britanniques. Ellie, le fils de l'Outer-Pact, me remet une copie du manuscrit originel rédigé à la main de son père. Il défend la protection de chaque être humain individuel et les droits de l'homme contre la cruauté et la barbarie de son propre État, mais il ne fait aucune mention de Hitler ou des nazis. Pour sa part, l'Outer-Pact est implacablement opposé à la réduction de cette question à une affaire de lutte entre groupes. Ellie le fils me dit que son père n'a jamais une seule fois parlé du sort de sa famille. Un être très secret, pas un homme à manifester ses émotions en public. Et cela rend plus frappant encore l'un des traits spécifiques de la rédaction de l'Outer-Pact. Sur des douzaines de pages, le seul prévenu mentionné plus d'une fois est Hans Frank, le prévenu le plus directement impliqué dans le meurtre de sa famille. C'est seulement à la toute fin de ce manuscrit de 76 pages que l'Outer-Pact se permet de prendre pour cible personnelle l'homme qui était assis à seulement quelques mètres de lui, au banc des accusés. Son écriture traduit une passion et une colère rares. Au sujet des prévenus, il écrit « Aucun d'entre eux n'a sérieusement essayé d'apaiser la colère du monde civilisé par le moindre aveu de culpabilité. Même les confessions abjectes, avec leur touche de sincérité, n'ont été qu'une façon artificieuse d'éluder la question. » Il parle de Frank et de sa tentative d'expression de responsabilité collective, proposée en avril et retirée en août. Il poursuit de son écriture, comme vous avez vu, le prévenu Frank a avoué un profond sentiment de culpabilité à cause des paroles épouvantables qu'il a proférées, comme si c'était ces mots qui comptaient et non les actes effroyables qui les ont accompagnés. Ce qui aurait pu prendre la tournure d'une requête de rédemption pour une vestige d'humanité s'est révélé un habile procédé d'homme désespéré. Comme les autres prévenus, il a plaidé jusqu'au bout l'ignorance absolue de la ramification la plus sophistiquée et la plus étendue des pires crimes qui aient jamais souillé l'histoire d'une nation. Sir Hartley Shawcross utilise l'essentiel du texte de l'Outer-Pact, mais y apporte deux modifications significatives. Il ajoute le soutien britannique au chef d'accusation qu'est le génocide, et il retire toute référence faite à Hans Frank. À présent, Lemkin, lui aussi, connaît maintenant le rôle de Frank dans l'anéantissement de sa famille. Dans les archives de New York, j'ai trouvé une page non datée de la main de Lemkin, écrite au crayon papier, une simple feuille jaune lignée. Comme vous le voyez, il a écrit le mot génocide au moins 25 fois, puis les a barrés. Il a aussi essayé d'autres formulations. Et là, très exactement, au centre de la page, caché sous le fatras des mots, un autre mot est barré avec un trait qui ressemble à une flèche. Ce mot, c'est Frank. Le jugement est rendu sur 2 jours, le 30 septembre et le 1er octobre 1946. Frank est le 7e à être jugé. En a-t-il fait assez pour sauver sa vie? Il espère la clémence et pense, lui aussi, à la musique et évoque fréquemment
La Passion de Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Ce détail nous est parvenu grâce au journal du capitaine Gustave Gilbert, la psychologue de l'armée américaine. Il doit s'agir de Erbarme dich, mein Gott. Ayez pitié, mon Dieu. Extraordinaire, non? 2 hommes sur les bancs opposés de la salle d'audience trouvent la consolation dans le même chant musical. Pendant la lecture du jugement, Frank est assis sans bouger, la tête légèrement effondrée. Le juge américain, Francis Biddle, lit un texte préparé qui rappelle et résume le rôle de Frank entre 1927 et 1945. Frank a détruit la Pologne en tant qu'entité nationale en exploitant sans merci ses ressources. Il a piétiné l'opposition sous une règne de la terreur. Le système concentrationnaire a été introduit sur son territoire, des camps notoires comme ceux de Treblinka, où les parents de Lemka ont péri, bien que Lemkin n'en aura jamais connaissance. Frank a supervisé la liquidation de l'intelligentsia polonaise et de milliers de Polonais déportés comme main-d'œuvre forcée en Allemagne, et il a persécuté les Juifs en les enfermant dans des ghettos, en les affamant, puis en les exterminant brutalement et systématiquement. Biddle relève l'expression de Frank de terrible culpabilité pour les atrocités commises sur son territoire. Frank croit-il qu'il peut échapper à la condamnation? Biddle lit lentement son texte préparé. Peut-être est-il vrai que certains des crimes commis pendant le gouvernement général l'ont été sans que Frank n'en ait eu connaissance, et occasionnellement même malgré son opposition. Peut-être n'a-t-il pas été à l'origine de tous les crimes commis. Si les espoirs de Frank se raniment, ils vont bien vite être anéantis. Frank a participé en connaissance de cause et volontairement au terrorisme, à l'exploitation, à la famine et à la déportation de Polonais et au programme impliquant l'assassinat d'au moins 3 millions de Juifs et 1 million de Polonais. Frank est donc jugé coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Mais le jugement contre lui ne fait aucune mention de génocide. Le tribunal suspend la séance pour le déjeuner sans avoir évoqué le mot. Le mot génocide a disparu. Les condamnations seront prononcées après la pause. Le tribunal se réunit à nouveau à 14h50. Les accusés ne sont plus assis à leur banc. Chacun attend son tour à l'extérieur de la salle d'audience. Chacun entrera seul pour entendre le verdict qui lui est réservé, puis sera escorté pour sortir. Nombreux sont ceux dans la salle d'audience pour qui le souvenir de ce procès se concentre sur cette heure unique et sur cette petite porte coulissante derrière le banc des accusés par laquelle ils entrent pour faire face à leur juge. Ouverte, fermée, ouverte, fermée, ouverte, fermée. La porte glisse sans bruit. Ainsi l'écrit R.W. Cooper, correspondant du Times de Londres et anciennement journaliste sportif spécialisé dans le tennis sur gazon. Pour protéger la dignité des accusés, la lecture des condamnations individuelles n'est pas filmée. Frank est le numéro 7. L'ascenseur jusqu'au 2e étage, la porte coulissante, la salle d'audience. Et là, il perd tout sens de l'orientation et se tient le dos au juge. Les gardes le font tourner sur lui-même. La célèbre écrivain anglaise Rebecca West, qui est assise sur les bancs de la presse
et qui se trouve avoir une aventure avec le juge Biddle, constate tout cela. Elle écrit « Preuve singulière du fait que Frank est complètement perturbé ». Frank écoute le président de la cour Lawrence qui prononce 4 mots. Tote durch den Strang, la mort par pendaison. Il ne saura jamais que le juge français, sa vieille connaissance, le professeur Henri Donnedieu de Vabre, qu'il avait invité à parler à une conférence à Berlin et qui avait rejoint Frank et Julia Streicher à un dîner privé au cours de l'été de 1935 à Berlin, a voté pour l'emprisonnement à vie, mais fut étouffé par les autres voix. On a dit que le juge français avait été curieusement tendre à l'égard de Frank. Frank sort par la porte coulissante, ouverte, fermée, ouverte, fermée. Lorsque le capitaine Gilbert vient le voir dans sa cellule, Frank sourit poliment. Il est incapable maintenant de regarder le psychologue militaire en face. « La mort par pendaison, dit Frank doucement. Il acquiesce de la tête. Je l'ai mérité et je m'y attendais. Il n'aura pas longtemps à attendre. 2 semaines plus tard, le 16 octobre, M. R.W. Cooper du Times est à Paris lorsqu'il apprend la nouvelle de la pendaison. Dans ses mémoires, Cooper écrit qu'il l'a entendu dans un petit restaurant parisien où des musiciens jouaient une nouvelle chanson très populaire composée par Jean Sablon. Elle s'intitule « Insensiblement ». Une photographie du corps pendu de Frank couvre les dernières pages d'un journal français. « Ça, c'est beau à voir », murmure un client en tournant oisivement les pages. Frank fut le 6e à être pendu dans la cour du palais de justice de Nuremberg. L'Artepact est satisfait par le jugement. Il contribuera à la protection des individus. Lemkin, de son côté, est dévasté. Le jugement ne parle pas de génocide, pas une seule fois. Il dit à un procureur américain que le silence de ce jugement en fait le jour le plus sombre de son existence. Pire encore que celui où il a appris la mort de ses parents et de toute sa famille quelques semaines plus tôt. Que s'est-il passé depuis ? Le droit pénal international et les droits de l'homme sont devenus le point de mire de l'attention internationale. Le débat entre l'importance de l'individu et celle du groupe s'est poursuivi sans toutefois les départager. Aussi, les deux ont-elles été pareillement reconnues. 1 mois après le jugement, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 95, qui confirme que la charte de Nuremberg, le jugement et les crimes contre l'humanité font partie intégrante du droit international. La résolution suivante, la 96, fut adoptée plus tard la même jour. Elle allait plus loin que le tribunal, affirmant que le génocide est un crime reconnu par le droit international. 2 ans plus tard, le 12 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une convention pour la prévention du génocide sous la pression de Lemkin. Sa détermination farouche, son obsession a fini par porter fruit, grâce à un déluge de lettres et d'appels personnels. Le jour suivant, la même institution a ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme, un instrument sans engagement juridique, mais inspiré de l'ouvrage de l'Artepact. En 1950 fut signée la Convention européenne des droits de l'homme, établissant la liste des droits minimums pour tous les individus et mettant en place une Cour européenne pour obliger le gouvernement à rendre des comptes. Les héritages de l'Artepact et Lemkin sont considérables. Les notions de crime contre l'humanité et de génocide vivent désormais côté à côté. Leurs idées font l'objet de mon métier au quotidien. En tant qu'avocat et chercheur, j'ai pu observer l'enracinement des concepts pour la protection des individus et des groupes. Mais étrangement, malgré les origines communes de l'Artepact et Lemkin et l'influence fondamentale qu'ils ont tous deux exercée, il semble que les deux hommes
ne se soient jamais rencontrés. Plus de 50 ans devront encore s'écouler avant que leurs idées ne prennent une ampleur plus effective. Le catalyseur en sera les crimes perpétrés dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda. En juillet 1998, plus de 150 États adoptent les statuts pour un tribunal pénal international. 6 décennies après que Donje de Wabre et Hans Frank ont discuté de l'idée d'un tel tribunal à Berlin en 1935, il existe enfin, avec compétence sur le génocide et les crimes contre l'humanité. 2 mois plus tard, en septembre 1998, le TPI pour le Rwanda juge Jean-Paul Akayesu, qui a supervisé la persécution et le massacre des Tutsis par les Hutus, pour génocide. Il est la première personne à avoir jamais été jugée pour génocide par une cour internationale. En novembre 1998, 2 mois plus tard, la Chambre des Lords à Londres établit que Augusto Pinochet, ancien président du Chili, ne peut prétendre à l'immunité auprès des cours anglaises. Les actes dans lesquels il est soupçonné d'avoir été impliqué, la torture de ses adversaires politiques, sont des crimes contre l'humanité. Encore, c'est une première dans la jurisprudence de ce pays et du monde entier. L'année prochaine, en mai 1999, le président serbe Slobodan Milosevic devient le premier chef d'État en exercice à être inculpé pour les crimes contre l'humanité, pour des actes perpétrés au Kosovo. En octobre 2000, après la fin de son mandat, il est également accusé de génocide pour les atrocités perpétrées à Srebrenica, en Bosnie. En mars 2007, un juge américain retire sa citoyenneté américaine à un homme de nom de John Calimon. Pourquoi ? Parce qu'en août 1942, il était un auxiliaire de la police ukrainienne qui arrêtait les Juifs à Lemberg après la visite de Frank. Le juge décide alors qu'il s'agit là d'un crime contre l'humanité. En septembre 2007, la Cour internationale de justice de La Haye juge que la Serbie a enfreint son obligation d'éviter le génocide de Srebrenica. C'est la première fois qu'un État est condamné pour avoir enfreint la Convention sur le génocide. En juillet 2010, le président du Soudan, Omar al-Bashir, devient le premier chef d'État en exercice à être inculpé pour génocide par le tribunal pénal international. En avril 2012, Charles Taylor est le premier chef d'État à être inculpé de crimes contre l'humanité. Quelques mois plus tard, il est condamné à 50 ans de prison. Les procès continuent, les crimes également. La première fois que j'ai raconté cette histoire, lors d'une conférence que j'ai donnée à la faculté de droit à Lviv, une jeune femme, une étudiante, s'est approchée de moi à l'issue de mon discours. Pourquoi vous intéressez-vous de si près à toutes ces questions qui font déjà tellement partie de votre travail? Lemberg est la ville où est né mon grand-père en 1904. J'ai répondu. Je suis allé à Lviv pour voir les rues de la ville qu'il avait arpentées, jeune homme, alors que l'Autopact et Lemkin s'y trouvaient également. De nombreuses décennies se sont écoulées avant qu'une autre connexion plus directe encore ne s'établisse entre ma famille et celle de l'Autopact. Eli Lauterpacht, le fils de Hersch, fut mon premier professeur de droit international. Ce n'est que récemment, après qu'on s'était connus depuis 30 ans, que Eli et moi ont découvert que son père et mon arrière-grand-mère, Amalie Buchholz, étaient tous deux nés dans la même petite ville de Jolkiev. Ils ont même vécu sur la même rue, Lembergerstrasse, la rue nommée par l'écrivain Joseph Roth, la rue Est-Ouest. Et puis j'ai appris, un peu plus tard, que mon arrière-grand-mère, Amalia, avait été emportée dans le même train qui avait conduit les 3 sœurs de Sigmund Freud, ce dont Samuel Reisman a fut témoin,
de Theresienstadt à Treblinka en septembre 1942, où elle a péri. Et juste 2 semaines plus tard, les parents de Lemkin devaient la suivre à Treblinka et subir le même sort. Lauterpacht et Lemkin, les individus et les groupes, Jolkiev et Treblinka. Les histoires personnelles revêtent toute leur importance. J'ai fait la connaissance, comme vous avez entendu, du fils de Hans Frank, Nicholas. Lors de notre première rencontre, je m'assis avec lui à une table dans un jardin qui surplombe l'Elbe. Il sort un petit papier de la poche de sa veste pour me le montrer. C'est la photographe du cadavre que vous avez vu, de son père, prise peu de temps après l'exécution. C'est pour me rappeler qu'il est vraiment mort, me dit Nicholas. Il le fait chaque jour. Plus tard, Nicholas et moi nous rendons ensemble à Cracovie pour visiter le château du Wawel pour tourner un film. Son directeur nous permet de passer quelques minutes seuls avec le tableau de Leonardo, de Cecilia Gallerani, la dame à l'hermine. C'est la première fois en 70 ans, depuis l'été de 1944, juin 1944, que Nicholas est en présence du tableau. Et le directeur m'autorise à prendre une seule photo de ce moment pour saisir l'instant. Ce soir-là, Nicholas et moi dînons dans un restaurant des environs, dans la vieille ville de Cracovie. Il me parle du livre qu'il a écrit sur son père. Je lui parle de celui que je suis en train d'écrire. Quand notre dîner est sur le point de s'achever, 3 personnes passent à côté de notre table. La plus âgée d'entre elles, une dame très distinguée, nous dit « Nous n'avons pas pu nous empêcher d'entendre des bribes de votre conversation. Votre livre a l'air très intéressant. » Nous discutons, ils se joignent à nous, une mère avec sa fille et son gendre. La mère est une universitaire, une chimiste. Elle est sereine, distinguée. Elle vit maintenant au Brésil. Elle est de retour dans la ville où elle est née et qu'elle a été contrainte de quitter à l'âge de 10 ans, en 1939, parce qu'elle était juive. Le retour n'est jamais simple. Qu'a-t-elle exactement saisi de notre conversation avec Nicholas? Pas grand-chose. La fille est née longtemps après la fin de la guerre au Brésil. Elle est plus radicale que sa mère et elle nous dit « Je suis contente d'être à Cracovie, mais je n'oublierai jamais ce que les Allemands ont fait. Je n'adresserai jamais dans ma vie la parole à aucun d'entre eux. » Nicholas et moi, nous échangeons un regard. Et puis la mère observe Nicholas et lui demande « Et vous, êtes-vous un juif israélien ?» Nicholas répond immédiatement « Madame, c'est tout le contraire. Je suis allemand. Je suis le fils de Hans Frank, gouverneur général de Pologne. » Je me souviens d'un instant de silence frémissant. Et puis Nicholas se lève et se précipite hors du restaurant. Je le retrouve plus tard ce soir-là. Il me dit « Vous avez raison d'avoir des opinions aussi tranchées. J'ai honte du mal que les Allemands leur ont causé, à la mère, à leur famille. Et curieusement, c'est moi qui réconforte Nicholas. Les individus et les groupes, ce n'est jamais simple. Merci.
Je ne l'aurais pas dit tout à l'heure, ça aurait été présupposé ce que vous pouviez ressentir, mais vous l'avez bien compris, ce qu'il s'agit de partager aussi avec ce livre, c'est l'émotion. Donc, je crois que Philippe, tu as bien réussi sur ce plan-là. Bien sûr, Philippe est tout à fait disposé à entrer en dialogue avec vous si vous avez des questions, des commentaires. Nous avons plusieurs de nos assistants étudiants de l'Institut qui seront ravis de faire passer le micro à travers la salle. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. Je vais faire passer immédiatement. Oui, bonsoir, mon nom est Paul Jung. Merci, monsieur le professeur, de l'excellent exposé et très émotionnel également que vous nous avez fait. J'ai eu une petite question. Comment est-ce que vous avez réussi à entrer en contact avec Niklas Frank et quelle était sa réaction lors de votre toute première rencontre? Ok, oui, je pense que ça marche. Je décris dans le livre exactement comment ça s'est passé en fait. Je ne suis pas historien, je suis juriste en droit international et je suis avocat. Et je plaide souvent devant les tribunaux. Alors moi, quand j'écris quelque chose, ma préparation, c'est comme si je préparais un procès. Je lis tout ce que je peux trouver sur quelqu'un. Et quand j'ai découvert que Hans Frank est arrivé à Lemberg en août 1942 et qu'il a fait ce grand discours, j'ai commencé à m'intéresser à Frank. Et alors j'ai tout lu, tout ce que je pouvais trouver, en anglais, en français, en allemand, en russe, avec l'assistance des étudiants. Et j'ai découvert un livre remarquable, publié seulement en allemand et en anglais jusqu'à là, publié en 1987 par Niklas Frank, qui est un grand journaliste allemand. Il était l'éditeur des affaires étrangères pour Stern. C'est un vrai personnage. Qu'il a publié en 1987 un livre qui s'appelle Der Vater, le père. Un livre qui a créé un scandale en Allemagne parce que c'était le premier fils d'un grand nazi à dire mon père était un criminel et il devrait avoir la peine de mort. Il m'a dit une fois, je suis contre la peine de mort pour toute personne sauf mon père. Assez dur. Et j'ai lu ce livre qui est traduit en anglais dans une partie. L'éditeur anglais ne voulait pas mettre tout ce qui a été mis dans le livre allemand. Pour vous qui lisez l'allemand, lisez la version allemande et après faites une comparaison avec ce qui a été enlevé. Je ne vais pas, dans cette compagnie, en parler. Et je me suis dit, il faut absolument que je rencontre ce monsieur. C'est un livre remarquable. Plein de faits, plein d'idées, plein de trucs tout à fait intéressants. J'ai contacté l'éditeur, pas répondu. Alors finalement, j'ai contacté celui qui a traduit le livre, un professeur à Wesleyan University aux États-Unis. Et ça aussi, c'était intéressant. Je lui dis s'il était en contact avec Niklas. Il me dit oui. Il me dit pourquoi vous demandez. Je lui ai expliqué que j'écrivais un livre sur mon grand-père, sur l'Artepact et sur Lemkin. Il me dit c'est quoi le deuxième nom que vous avez mentionné, l'Artepact? Il dit c'est pas un nom commun ça, l'Artepact. Attendez une seconde. Il va chercher un livre et ça se tournait qu'il était aux États-Unis dans la même école que elle et l'Artepact en juillet 1946, au moment où l'Artepact reçoit la lettre de son père en parlant de la Passion de Matthieu. Il me met en contact avec Niklas. Il a seulement un numéro de téléphone. Je téléphone Niklas. Il est charmant. Il dit quand est-ce que tu seras prochainement à Hambourg? J'habite près d'Hambourg. J'avais un procès au tribunal du droit de la mer à Hambourg. Et j'y étais 3 mois plus tard et on s'est rencontrés. Et on est devenus très très proches. C'est une histoire assez remarquable. C'est un homme vraiment remarquable, mais complexe. Par exemple, vous avez vu là la vidéo qu'il me laisse utiliser, mais c'est sous condition. Chaque fois que je montre ce vidéo du ghetto de Cracovie, je dois aussi montrer le corps de son père. Je vous laisse tirer les conclusions, mais je respecte ce qu'il fait. Moi, je n'ai pas tellement envie de mettre cette image de Franck le père, mais c'est ce qu'il m'a demandé de faire et je respecte ça. Alors c'est une relation complexe, mais on se voit très souvent.
Merci. Armand Claes, une très brève question. Je ne sais pas si vous avez évoqué, puisque malheureusement, revenant de Paris d'une conférence, j'étais en retard, vous avez évoqué ce que je voulais vous demander. Qu'est-ce que vous pensez de la rencontre, de ce que décrit Curzio Malaparte dans Caput, de sa rencontre avec Hans Frank? Qu'est-ce qui est fiction, qu'est-ce qui est non-fiction? Est-ce que tout est fiction? Dans ce... J'ai pas évoqué, mais est-ce que vous avez lu le livre ou non? Pas encore. Vous n'avez pas encore lu mon livre, parce que je traite de Malaparte. Alors Curzio Malaparte, c'est un écrivain, un journaliste italien remarquable, qui a visité Krakau en 42, en février 42, juste après la conférence de Wannsee, pour faire des interviews et écrire dans les journaux italiens Corriere della Sera une sorte de profil de Hans Frank. Il passe 10 jours avec Hans Frank et il publie des articles. 3 ans plus tard, il publie un livre, Caput, qui contient aussi beaucoup de passages sur Hans Frank. Et je voulais faire une comparaison. Encore, c'est la formation peut-être d'avocat devant la cour. Je trouve finalement, il y a un ami qui travaille pour le Corriere della Sera les archives, et je trouve les articles, et je fais une comparaison, et c'est vraiment intéressant. En 1942, Frank, c'est un grand monsieur qui joue un piano magnifique, etc., etc. En 1945, la situation a changé, et dans Caput, on n'évoque plus cet homme magnifique et beau et blablabla. C'est une perspective différente. Mais je raconte aussi dans le livre, parce que j'ai posé exactement la même question à Nicholas. Il y a une scène dans Caput, et c'est un livre qu'il faut absolument lire, c'est remarquable, c'est un écrivain remarquable, où Malaparte évoque une visite au ghetto de Varsovie avec Hans Frank, et à un certain moment, il décrit que Hans Frank prend une arme d'un soldat, il commence à tirer aux gens qui sont à l'intérieur du ghetto. Et j'ai posé la question à Nicolas, est-ce que c'est vrai, cette histoire? Il lève les yeux et dit, ah, ça c'est une question, ça. Je me souviens, il me dit, et je le décris dans le livre, aux années 50, quand le livre a été publié en allemand, et ma mère, Brigitte Frank, a acheté le livre, et elle a lu le livre, et elle était furieuse. Et au petit déjeuner, toute la famille s'est mise à parler sur la question de ce livre. Et là, encore une fois, l'imagination s'ouvre, on voit la famille Frank en train de discuter si les pages de Malaparte sont vraies ou non vraies. Et Nicolas me décrit de la façon dans laquelle sa mère lui dit « Jamais, jamais, mon mari Hans a tiré sur quelqu'un. » Et à ce moment-là, le frère aîné de Nicolas dit « Ah, maman, je ne pense pas que c'est vrai. » Ça, c'est le frère Norman qui dit à la famille « Non, j'y étais une fois et je pense que en fait, c'est correct. » Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai de cette histoire? Finalement, on ne saura jamais. Mais je pense qu'on peut se permettre, dans un livre comme ça, de laisser un espace pour l'imagination, que ce soit vrai ou pas vrai. Finalement, pas grand-chose tourne sur cela. Pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'idée qu'on a du mal à imaginer, que la famille aurait pu avoir un débat sur cette question en prenant le petit déjeuner. La même question que vous avez posée il y a 60 ans. Exactement la même question. Merci. Je pense que ma question est tout à fait secondaire, mais je vais quand même essayer de la poser. La déchéance de nationalité pour un crime, est-ce que ça n'est pas une façon pour un pays de se dédouaner de ses responsabilités? Qu'est-ce que vous voulez dire de la déchéance de nationalité? À un moment, vous avez parlé de quelqu'un qui a
on a retiré la nationalité américaine, me semble-t-il en l'occurrence. Et je me suis dit, mais quel rapport, ça ne change rien. Et dans le fond, un pays qui refuse, dans le fond, qui exclut quelqu'un qui a fait quelque chose de terrible, ça lui évite de porter une responsabilité dans cette chose. Oui, sur la deuxième partie, oui, absolument. Sur la question d'enlever la nationalité en droit moderne, ça peut avoir des conséquences énormes. Par exemple, en ce moment, je suis impliqué dans certains... c'est avant-procès, je dirais, sur la question des Yazidis en Irak et en Syrie. Alors la question s'est posée, est-ce que le tribunal pénal international a compétence sur les crimes qui ont eu lieu sur le territoire du Syrie et de l'Irak envers ces jeunes filles qui ont été capturées, et torturées et violées des centaines de fois? Le TPI n'a pas compétence sur le territoire elle-même parce que ni le Syrie ni l'Irak sont partis au statut. Par contre, le TPI a compétence sur les nationaux des pays qui sont partis au tribunal pénal international. Et parmi ceux qui ont agi apparemment d'une façon criminelle sont ceux de nationalité britannique, australien, français, allemand, ukrainien, etc. Et donc, par ce voie, devant le tribunal pénal international, la nationalité est très importante. Et vous posez une question intéressante, et là je suis en train de me poser la question, si un de ces États a enlevé la nationalité d'une personne dans ces circonstances, qui est en train de se passer en ce moment, est-ce que le TPI est obligé de reconnaître ce fait en droit ou non? Je ne sais pas la réponse, mais c'est simplement pour vous donner une précision que la nationalité peut avoir des conséquences importantes aujourd'hui. Auparavant, c'était différent. Je dirais simplement, si vous avez lu le livre, vous saurez que moi j'existe en fait parce que la nationalité de mon grand-père a été enlevée dans des circonstances étranges. Mon grand-père est né à Lemberg en 1904. En 1914, son père et son frère sont morts dans la guerre avec les Russes, juste en dehors de Lemberg. Il est parti avec sa maman et ses deux sœurs à Vienne. Et en 1919, le traité de Versailles a déterminé que toute personne née à Lemberg, et c'est la même pour les autres villes, aura la nationalité du nouvel État, c'est-à-dire la Pologne, qui est devenu l'État de Lwów, Lemberg. Alors mon grand-père est devenu polonais, comme ça. Il vivait à Vienne, mais il est devenu polonais par le traité de Versailles. 14 ans plus tard, quand la Pologne a dénoncé le petit traité de Versailles sur les protections des minorités, il a automatiquement perdu sa nationalité polonaise. Et ça a eu des conséquences énormes et bizarrement positives. Quand il a été expulsé du Reich en novembre 1938, il n'avait pas de nationalité. Et parce qu'il n'avait pas de nationalité, à cause de les règles en vigueur, avec son passeport, avec son droit de passer, ils n'ont pas mis un G pour juif. Parce que les règles permettaient seulement qu'on mette un G pour juif dans les passeports autrichiens ou allemands ou polonais. Mais si on était sans nationalité, on ne le mettait pas dans le passeport. Alors ça lui a permis d'arriver en France en janvier 1939 et de se présenter comme un non-juif en France. Et c'est ce que lui a sauvé la vie. Alors, les règles en vigueur peuvent avoir des conséquences complètement bizarres en cette question de nationalité. C'est vachement complexe. Je peux? Ça marche. Juste une question banale. Il y a un moment pendant
le tribunal à Nuremberg où on demande aux nazis accusés s'ils se sont coupables ou non. Il me paraît qu'il n'y a qu'une seule personne qui a dit qu'ils se sentaient coupables, et ce n'était pas Frank, je crois. Est-ce que vous vous souvenez? Parce que j'ai vu les images et je voudrais savoir qui c'était, parce que ça m'avait fort impressionné. Non, ils ont tous dit non pas coupable. Personne n'a accepté une culpabilité. Ils ont tous plaidé not guilty au début du procès. Celui qui est venu le plus près, c'était Frank. Et c'est pour ça que le moment du 18 avril 1946, c'est un très grand moment dans le procès. Comment est-ce que je sais ça? D'abord parce que j'ai beaucoup lu. Dans les articles de presse qui ont paru le 19 et le 20 avril, c'était noté. Mais aussi parce que j'ai découvert l'identité de l'assistant du juge français, Henri Donnedieu de Vabre. Et c'est un homme remarquable, il s'appelle Yves Beigbeder. Il y aura peut-être certains parmi vous qui connaissent Yves, il est juriste en droit criminel international. Et je le connais depuis assez longtemps, mais je ne savais pas qu'il était assistant à Nuremberg. Alors j'appelle Yves et je veux savoir un peu comment c'était. Il m'a décrit, et je le note dans le livre, comment dans les jours avant que Frank allait parler, il y avait vraiment, tout le monde était très excité, il y avait des rumeurs que finalement il y avait un nazi qui allait dire « oui, je suis coupable ». Et après Frank, vous avez entendu un peu comment j'ai décrit ce qu'il a fait, une culpabilité collective mais pas individuelle. Et quelques jours après ce moment, Yves Beigbeder a écrit un article qui a été publié, qu'il a trouvé pour un journal protestant qu'il m'a envoyé, que j'ai lu très très attentivement. Alors c'est clair que personne d'autre est allé aussi loin, sauf peut-être Albert Speer, mais lui il n'est même pas allé aussi loin que Frank au premier tour. Mais les conversations avec Yves Beigbeder, comme je décris dans le livre, étaient aussi d'un grand intérêt pour une autre raison. D'abord, je voulais vraiment savoir comment c'était d'être assistant d'un juge à Nuremberg. C'est vachement intéressant, ça. Alors, je lui ai posé plein de questions. Il était tout jeune, il avait 21 ans. Il venait de finir son université à Paris, à Sorbonne, en droit. Et son oncle, parce que Donnedieu de Vabre, c'était son oncle, l'appelle, il lui dit « Est-ce que tu as envie de venir passer un an à Nuremberg ?» Incroyable. Alors il va passer, en fait c'était finalement pas un an, mais quelques mois à Nuremberg. Et à un certain moment dans la conversation, je lui pose la question, et la visite de votre oncle à Berlin en 1935, ça vous a pas paru un peu bizarre que votre oncle a siégé dans une affaire où il avait eu contact avec un des défendeur et avait même dîné avec lui. C'est, pour un Britannique, en tout cas, ça c'est vraiment complexe comme idée. Et il y avait un silence au téléphone. Et j'ai dit, vous n'avez pas entendu ma question? Il dit, oui, mais je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Et il m'a expliqué, finalement, qu'il n'avait jamais entendu parler de ça, que son oncle ne l'avait jamais dit qu'il avait connu Frank, qu'il était allé à Berlin en 1935. Il m'a dit, comment vous savez ça? J'ai dit, j'ai les papiers, j'ai l'article, j'ai le discours que votre oncle a donné ironiquement, sur la création d'un tribunal pénal international en 1935. Et la réponse de Frank, c'est une idée ridicule, ça ne va jamais se passer. Et 10 ans plus tard, j'imagine, au moment que Donnedieu rentre dans la salle, est-ce qu'ils se sont regardés? Qu'est-ce qui est passé entre les deux personnes? Parce que moi, je sais, il y a des juges ici, on sait très très bien, quand on est dans un procès, il n'y a pas de contact verbal, mais on se regarde. Et il y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand on regarde un juge, et je ne sais pas, je suis arbitre, alors parfois je sais qu'il y a du contact, il y a des choses qu'on comprend. Et je me suis souvent posé cette question, est-ce qu'il y a eu une compréhension? Mais Donnedieu a dit ça à personne
Sauf que j'ai découvert que les soviétiques savaient. Et ils ont utilisé ça. Et plus tard, j'ai fait une petite recherche, j'ai trouvé tous les papiers personnels du juge américain, Francis Biddle, qui sont à l'université de Syracuse, et je les ai tous. Et j'ai vu au moment dans les délibérations qui est venu, où ils sont en train de décider quoi faire avec Frank, sur les 4, le seul à voter contre la peine de mort, c'était Donald de Vabre. Et Biddle marque en crayon, c'est tout tapé à la machine, il marque en crayon Donald de Vabre, curiously tender towards Frank. Et ça m'a fait, ça évoque vraiment une émotion parce que on sait très bien que dès qu'on a mangé avec quelqu'un, c'est très dur de pendre quelqu'un avec qui on a dîné, j'imagine. Et je peux imaginer, ils ont passé une belle soirée ensemble avec Julius Streicher. Ça, je trouve un peu. Mais on peut, pour moi, avec ce livre, ce que je voulais vraiment faire, c'est pas imposer des perspectives, mais ouvrir l'imagination. Et ça, c'est surtout pour les étudiants ou les jeunes juristes parmi vous, parce qu'il y a les livres qui décrivent le droit international, mais la réalité de la chose est complètement différente. Quand on participe dans un procès, comme arbitre, certainement comme juge, comme conseil, comme témoin, il y a une autre conversation qui a lieu, qu'on ne peut pas décrire dans un livre. D'abord, on a des obligations de confidentialité, mais ça se passe d'une façon différente. Et je voulais, avec ce livre, ouvrir la porte un peu sur un procès, où bien sûr je n'ai pas participé, pour savoir un peu comment c'était vraiment. Parce que finalement, les juges, les avocats, les défendeurs, c'est des êtres humains. Ils ont des émotions, ils ont des peurs, ils ont des... Et dans ce livre, je voulais ouvrir ça. Et ce qui m'a vraiment étonné, avec le succès de ce livre en Angleterre, on verra pour les autres pays, mais en Angleterre, en tout cas, c'est un livre qui a vendu plus de 100 000 exemplaires dans un an. C'est clair qu'il y a des gens qui veulent savoir ces grandes questions du droit international, qui s'intéressent à ça, parce que c'est pas un livre tout court, mais aussi qui veulent savoir le rôle du personnel, de l'émotion, dans un procès comme ça. Et ça m'intéresse que les gens veulent savoir ça. Bonsoir, mon nom est Luc Tokenhoff, je suis diplomate au ministère des Affaires étrangères et le point focal national pour la responsabilité de protéger. Donc c'est autant au passé qu'au présent et à l'avenir que je m'intéresse. Et vous savez bien qu'il y a dans la Charte des Nations Unies, qui est un très beau document d'ailleurs, qui a très bien passé le temps, de grandes contradictions entre d'une part la souveraineté nationale, vous en avez parlé au début, et d'autre part la notion de droit humain individuel et universel. Et je me rappelle très bien des années que vous avez, les années d'or de la Cour donc de la justice pénale internationale que vous avez évoquées. J'étais jeune étudiant à l'université à ce moment-là. Et maintenant, en 2017, je me demande un peu, et j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, si on n'a pas gaspillé un peu l'occasion qu'on avait en se précipitant dans des interventions militaires, parfois assez peu calculées à l'avance, et aussi en sous-estimant, comment dirais-je, la volonté des puissants de rester au pouvoir. Que ce soit des cas comme au Kenya, maintenant avec le tribunal, le procès Kenyatta qui a été suspendu sine die, que ce soit au Burundi avec maintenant le retrait qui deviendra effectif dans moins de 3 semaines, je crois, de la Cour pénale internationale, que ce soit maintenant au Myanmar où des crimes atroces sont en train de se passer, mais que... Comme à chaque fois, cette notion inviolable apparemment au Conseil de sécurité de souveraineté nationale s'impose devant la volonté de faire quelque chose et est appuyée par la Russie, la Chine et beaucoup d'autres États puissants. Donc j'aimerais un peu avoir votre impression là-dessus. Est-ce que nous sommes en train de vivre peut-être la fin de cette grande aventure de la justice pénale internationale, donc en défense des droits de l'homme universels, ou est-ce que c'est un mauvais moment à passer? Et si ce n'est que ça, quelle serait votre recette pour en sortir? Non, pour moi, c'est une très belle question encore.
c'est un mauvais moment, mais ce n'est pas le fin. Quand je parle de ce livre, j'évoque souvent le changement révolutionnaire qui a eu lieu en 1945. C'était une révolution. De dire pour la première fois que la souveraineté de l'État n'est pas absolue. Ça, c'était tout à fait nouveau en 1945. L'idée, d'abord, que les individus ont des droits et que les groupes ont des droits, ça, c'est nouveau. Et après des milliers d'années où c'était différent, on ne peut pas imaginer qu'à un seul moment, on écrit un charte ou un traité ou une convention, que tout va changer. La vie n'est pas comme ça. Comme je dis à mes étudiants, en anglais, it's a long game. C'est un long jeu. Ça va prendre des siècles et des siècles. Ce n'est pas pour l'année prochaine, ce n'est pas pour dans 10 ans, ce n'est pas dans 50 ans. On est tout au début d'un grand projet. Je suis très inspiré par un grand professeur de droit, English Legal History, Sir John Baker. Et quand j'étais à Cambridge, prof à Cambridge, je parlais souvent avec lui, on était ensemble très souvent. Et j'évoquais certains développements en droit international et il me disait « Ah oui, Philippe, c'était comme ça en Angleterre en 1472. On a eu le même problème et on a mis 143 ans pour s'en sortir. » Et je pense que c'est comme ça. On ne peut pas imaginer qu'en 1945, le monde change et tout d'un coup, tous les États, tous les présidents, tous les rois, tous les reines vont simplement accepter « Ah bon, tout a changé, on ne fait plus ça. » Et ça, à mon avis, c'est ce qu'on voit en ce moment avec Trump, avec Brexit, avec ce qui se passe à Barcelone pour les Catalans. C'est un de ces moments dangereux, difficiles, mais c'est un moment. On ne sait pas quelle direction ça va prendre. Je me suis posé la question. J'étais à Rome en 1998, tout jeune, et c'est à moi et à Andrew Clapham qui ont tombé le rôle de faire le premier projet pour le préambule. Et on était très étonnés qu'on a fait un projet de préambule et personne, tout le monde n'a rien changé. Ils ont pris ce qu'on a fait, on a mis ce qu'on voulait dans le préambule. En fait, c'était un peu ridicule. On était tout jeunes et on fait ça et on a trouvé ça un peu bizarre, mais bon, les choses ont passé et on a mis des choses dans le préambule, par exemple, the duty l'obligation de prendre des mesures quand on est face à quelqu'un dans son territoire et quelques mois plus tard, le tribunal de la Cour suprême britannique, dans l'affaire Pinochet, se sont penchés sur nos mots qu'on avait écrits et que personne n'avait changé. Tout ça étant dit, je me suis posé la question récemment, est-ce qu'on a créé un tribunal pénal international avant que le monde était prêt pour un tribunal pénal international? Et je ne sais pas la réponse. Il fallait le faire, c'était un moment, il y avait des événements en Rwanda, en Yougoslavie, qui ont créé un contexte. Et je pense que le TPI n'a pas bien commencé. Je pense qu'il y a un vrai problème avec le TPI. Si vous allez sur le site internet du TPI, vous allez voir que tout le monde qui est condamné, tout le monde qui est sûr dans des procès, tout le monde est noir et africain. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Les Noirs et les Africains n'ont pas un monopole sur les crimes internationaux. On a vu ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai souvent dit au premier procureur avec l'Afghanistan qui est parti au statut depuis 2002, vous avez compétence sur tout et vous n'avez rien fait. Et on sait pourquoi ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour des raisons politiques, pas pour des raisons juridiques. Et là, on voit la réaction avec certains pays africains qui disent, voilà, on ne traite plus avec ce tribunal. Mais je pense qu'il y a peut-être une mini-crise, mais pour moi, je regarde à long terme. Et quand je dis long terme, je dis vraiment long terme. Vraiment long terme, des siècles. Et c'est dans ce contexte, comme je dis à mes étudiants à Londres, un pas en avant, un pas d'à côté, 2 pas en arrière, 3 pas en avant. C'est la même chose avec la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour européenne de l'Union européenne. Il y a des critiques, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. On a vu, moi j'étais sur une commission britannique sur les droits d'homme.
entre 2010 et 2012. Parmi nos membres, il y avait beaucoup qui attaquaient, comme vous le savez très bien, la Cour européenne des droits de l'homme. Il y avait d'autres qui disaient oui, on n'aime pas tous les jugements, mais finalement, c'est important, ça fait un rôle important. Et là, le débat en Angleterre, je pense que c'est fini un peu avec la Cour européenne des droits de l'homme. Et maintenant, ils visent un autre tribunal, le tribunal d'ici, à Luxembourg. Je dirais simplement avec ça aussi, c'est pas fini cette histoire avec le Brexit. C'est pas du tout fini. Ça peut changer très, très vite. Et encore, ça fait partie d'un procès dans le contexte, moi je pense, de globalisation, où il y a certains pays, pour des raisons complexes et plutôt internes, où les gens se sentent découpés du pouvoir, dans un sentiment où c'est ces juges qui ne connaissent pas, qui font des choses, où il y a une législation ailleurs qui fait certaines choses. Mais c'est complexe. Et pour moi, oui, c'est un moment dangereux, mais ce n'est pas du tout la fin de l'affaire. Pas du tout. Et moi, je dis à mes étudiants, il faut absolument continuer la prochaine génération. Et d'ici 10 ans, tout peut changer. Il faut continuer à lutter. Et ce qu'il faut faire, il faut se mettre dans la situation de Lemkin et de l'Artepact. Notre situation, imaginez-vous, vous savez, vous n'avez pas besoin d'imaginer, vous savez très bien, ces deux hommes en 1946, la situation où ils se trouvaient, c'est impensable. C'était le plus simple pour ces deux hommes, c'est d'aller dans un coin et se mettre à pleurer. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Ils se sont remontés, ils ont écrit des livres, ils ont eu des idées, ils ont fait du lobbying avec des gouvernements, ils ont plaidé devant des tribunaux internationaux et ils ont milité. Et pour moi, personnellement, c'est une inspiration, ce qu'ils ont fait. Et notre situation, jusqu'à là, on ne sait pas où ça va aller, n'est pas comparable aux années 30 encore. Et je pense que dans ce contexte, on peut se permettre d'avoir une petite optimisme. Mais je suis optimiste. Professeur Dean Spielmann, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre livre qui est fascinant. Je l'ai lu en anglais. Et aussi pour la présentation qui était non moins fascinante ce soir. Je voudrais revenir, si vous le permettez, sur cette controverse entre Lauterpacht et Lemkin concernant le génocide et les crimes contre l'humanité. Alors vous avez expliqué qu'il y avait des raisons politiques peu avouables de ne pas s'engager trop dans la promotion, disons, de la notion de génocide. Mais je ne peux pas m'imaginer que Hersch Lauterpacht ait eu les mêmes raisons pour s'opposer à cette idée et se placer plutôt sur le terrain des crimes contre l'humanité. Je sais que Hersch Lauterpacht a fait œuvre de pionnier dans la protection des droits de l'homme. C'est un des premiers qui a, vous l'avez dit, mis l'accent sur l'individu. Mais la question que je voudrais vous poser, est-ce que la promotion de la répression, disons, du crime de génocide est vraiment incompatible avec une vision individualiste des droits de l'homme? C'est une très, très, très grande question qu'on ne peut pas répondre. On a besoin longtemps pour vraiment... J'évoque le problème. Pour l'Auterpact, l'idée était qu'il faut protéger l'individu. Question de race, religion, couleur, nationalité, n'avait pas de conséquences. Chaque être humain, parce qu'il ou elle était un être humain, avait certains droits au niveau international. Et ça, c'était révolutionnaire quand il a écrit son livre en 1945. Lemkin dit oui, mais finalement, on tue les gens en grand nombre, pas parce qu'ils ont fait des choses individuellement, mais parce qu'ils font partie d'un groupe qu'on n'aime pas. Alors le droit doit protéger les groupes. Oui, je comprends, dit Lauterpacht. Cette conversation, c'est dans mon imagination parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés.
Mais la réalité de la chose, c'est que, avec votre concept biologique du génocide, vous allez remplacer le tyrannie de l'État avec le tyrannie des groupes. Et je pense que ça se passe un peu comme ça. Et je vais juste brièvement expliquer pourquoi. J'ai fait pas mal de procès de génocide. La différence entre les génocides et crimes contre l'humanité, c'est qu'on doit prouver une intention de détruire un groupe en totalité ou en partie. Et l'acte de faire ça avec une victime ou un premier ministre ou un président, et je l'ai senti, j'ai été dans cette situation, ça a un effet enrageant, enraging, de renforcer le sentiment d'être victime et le lien avec le groupe dont je fais partie, et de renforcer le sentiment de hatred pour l'autre groupe qui ont créé ces conditions. Ça, je l'ai ressenti, je l'ai vu. Je me souviens une fois dans une affaire, on était dans un bureau d'un premier ministre d'un État, un dimanche soir, invité à manger du pizza et regarder des vidéos. Et les vidéos, c'était des choses terribles. Un groupe en train de faire quelque chose d'autre envers un autre groupe. Nous, on n'avait pas du tout envie de manger. Eux, ils étaient très contents à manger, à regarder ces genres de trucs. Et après, il y a eu une discussion. Et nous, on a dit, oui, on a vu ces choses, mais ce que vous nous avez montré n'est pas une preuve d'une intention de détruire un groupe en partie ou en totalité. On a besoin d'autre chose. Et le fait de dire ça a créé des conséquences dans la Chambre où ils nous disent, mais comment vous pouvez nous dire ça? Regarde ce qu'ils ont fait à nous, un groupe à un autre groupe. Et ça, je le ressentis chaque fois. Et je le ressentis maintenant en ce moment avec les Yazidis et ISIS. Et je me pose la question, pourquoi prendre cette direction? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la protection des groupes? Mais finalement, dans le livre, si vous l'avez lu, vous avez compris, intellectuellement, je suis avec l'Outer-Pact. Pas à 100%, mais à 90%. Mais finalement, je finis le livre, et peut-être je peux simplement juste lire ce que je finis en écrivant à la fin du livre, parce que c'est un moment important dans le livre. On arrive finalement, la dernière scène du livre, c'est on est juste en dehors de Zolkiev, le petit village d'où vient mon arrière-grand-mère et Herschel Lauterpacht. Nous sommes arrivés, dit Ludmilla doucement. Il y avait 2 étangs, 2 grandes carrières de sable remplies d'une eau noire boueuse, bordées de roseaux penchés dans le vent. Le site était marqué d'une unique pierre blanche. Elle n'avait pas été posée pour la ville en signe de deuil ou de regret. C'était un acte privé, un témoignage intime. Nous nous sommes assis dans l'herbe, observant le soleil se coucher sur l'eau noire et immobile au-dessus des béances de la terre. Enfouis, intouchés depuis un demi-siècle ou plus, se trouvaient les restes de 3500 personnes. Gershon Taffet en a fait le récit à l'été de 1946, autant d'individualités singulières formant ensemble un groupe. Au fond, parmi les ossements, Laibus, l'oncle de mon grand-père Léon, et David, l'oncle de Herschel Lauterpacht, reposent côté à côté parce qu'ils avaient eu le tort d'appartenir au mauvais groupe. Le soleil a réchauffé l'eau, les arbres m'ont porté loin des roseaux, vers un ciel indigo, et là, pendant un bref instant, j'ai compris. Alors j'ai reçu des centaines de lettres. Qu'est-ce que vous avez compris? Ce que j'ai compris, c'est que Lemkin, en fait, a raison. Pour nous tous, on est individus, mais on est aussi partie d'un groupe et de plusieurs groupes. Et ce lien avec le groupe joue un rôle très important dans notre vie.
Et finalement, ce que je comprends, c'est qu'on ne peut pas tout intellectualiser. Il y a des instincts qu'on a, que Lemkin a compris, que je pense que l'Artepact aussi a compris, mais que l'Artepact avait peur des conséquences. Et Lemkin a dit non. Pour être crédible, le droit doit prendre en compte la réalité de la chose. Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a un problème avec le crime de génocide. Je pense qu'il y a une tendance que le crime de génocide renforce les conditions qui mènent à la chose que la Convention veut éviter. C'est une contradiction fondamentale, mais c'est la réalité de la condition humaine. Alors, on doit, en qualité de juriste, d'être humain, essayer de maîtriser cette réalité. Et je pense que la première étape, c'est de comprendre et d'avoir un débat des relations entre l'individu et le groupe, relations entre crimes contre l'humanité et génocide. Et moi, je n'ai pas de réponse. Tout le monde dans cette salle comprend très bien ce que je dis, parce que c'est tellement personnel qu'une personne ne peut pas se permettre d'imposer une solution sur une autre personne à une chose qui va au cœur de notre existence, chacun d'entre nous. Et c'est pour nous tous de réfléchir là-dessus. Alors, la question que vous posez est maintenant une question, et ça je suis très content, que les gens commencent à débattre. Et non seulement les juristes. La raison pour laquelle je voulais écrire un livre comme ça, et j'en ai expliqué à Hélène, c'était qu'en qualité de juriste, et surtout de chercheur à l'université, on se parle dans une toute petite communauté. Et j'avais un sentiment que ces sujets touchaient sur des aspects qui intéressaient un public beaucoup plus large. Et ça, je pense que c'est important. C'est trop important pour laisser aux juristes de régler ces questions. Merci Philippe.